Mon enfance, il a été effectivement chaotique avec des troubles du comportement. J'étais un enfant très violent. Je suis emmené dans une nouvelle maison d'enfants, cette fois-ci à côté de Perpignan. C'est un déracinement permanent en fait. Tu avais ta maman quand même, qui était là pour toi un petit peu. Mais ma mère, elle était hospitalisée. Il y avait beaucoup de filles, même des garçons qui se prostituaient dans le foyer, qui allaient dealer, etc. En fait, tout le monde le savait, mais personne ne disait rien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission de Ils font Marseille, une émission qui est consacrée à la vie des gens qui précisément font Marseille, qui construisent cette ville, donc des personnalités, des jeunes pousses, c'est-à-dire des jeunes qui font grandir la ville de Marseille et de par leur jeune âge. Bref, on va recevoir tout type de personnalités. Aujourd'hui, pour cette toute première émission, je suis ravi de recevoir Hamza. Hamza, bonjour. Bonjour Benoît. Ravi de te recevoir pour cette première émission et en plus, je suis assez fier de te recevoir pour cette toute première de Ils font Marseille parce que j'ai le sentiment que tu, à titre personnel, tu représentes bien Marseille dans sa totalité, dans ton engagement au quotidien et dans tout ce que tu fais. J'ai vraiment le sentiment que tu es la bonne personne pour cette première de Ils font Marseille. C'est gentil, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous rappeler, Hamza, en quelques mots, qui tu es ? Je suis Hamza Bensatem, bien sûr, qui a 27 ans. Ouais. Je suis un ancien enfant confié à la protection de l'enfance. J'ai grandi à Marseille, au quartier Saint-Louis et aussi à la cité Consolat, donc dans le 15e arrondissement. Hyper. Une enfance un peu difficile au départ avec une grande famille où notamment on avait quelques difficultés. Mes parents, notamment ma mère, s'est retrouvée seule avec 6 enfants à gérer, ce qui n'a pas été simple pour elle. Et donc elle a eu une maladie chronique assez jeune et donc du coup j'ai été confié au service de protection de l'enfance à mes 11 ans. Donc ça n'a pas été simple et donc j'ai dû quitter Marseille, notamment pour une petite ville des Alpes pour quelques mois et avant de revenir sur Marseille pour aller dans un foyer. Donc et j'ai connu une grande partie de la ville, entre les quartiers nord de la ville et les foyers qui étaient plutôt dans les quartiers sud. D'accord. Et donc c'est ça qui a bâti ton engagement aujourd'hui ? Tout à fait, oui. C'est mon parcours, je dirais, à la protection de l'enfance dans ces divers foyers qui m'ont forgé. Et une fois que je suis sorti de la protection de l'enfance à mes 21 ans, j'ai voulu m'engager pour aider d'autres jeunes qui, comme moi, ont connu la protection de l'enfance. On va en reparler évidemment de ton asso, la DEPAP, on va en reparler de suite après. Mais ce que je te propose, parce que comme c'est quelque chose qui a été, je crois, très structurant dans ton parcours, je te propose qu'on parle dans un premier temps de ton enfance et qu'on rentre un peu plus dans le détail. Donc tu nous as dit que tu as grandi dans plusieurs quartiers de Marseille. Est-ce que tu peux nous en dire plus, la manière dont ça s'est passé ? Où est-ce que tu grandissais ? Tu nous as dit qu'il y avait quelques événements qui avaient été durs, parfois même un peu brutaux, c'est ce qu'on peut lire ici ou là sur Internet. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui a marqué ton enfance justement ? Oui, mon enfance, il a été effectivement chaotique avec j'avais des troubles du comportement. Très petit, j'étais un enfant très violent. Je me rappelle à l'école. Pas du tout aujourd'hui en plus. Ouais, je me suis assagi. Mais j'étais notamment, je me rappelle très bien, à l'école primaire, à l'école de Saint-Louis-Gare, donc dans le 15e, où la maîtresse n'arrivait pas à me supporter du fait que j'étais très violent, très agressif avec elle. Et ça, les autres, comment tu l'expliques ? C'est parce qu'avant même ça, tu avais des circonstances familiales, un contexte qui n'était pas favorable ? Comment tu l'expliques ? Oui, c'est le contexte familial où il y avait beaucoup de violence et du coup, moi, je reproduisais la violence que je voyais dans mon quotidien. Et ça, en fait, personne ne le voyait. Pour eux, j'étais un enfant chiant qui faisait que se battre. Et donc, ils m'ont orienté en classe CLIS. Donc, c'est une classe adaptée pour des enfants avec des troubles du comportement. Quel âge ? J'étais en CE1. Donc, j'étais assez petit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pourquoi j'étais aussi pas bien à cette époque-là. Et donc, ils m'ont orienté en classe CLIS. Donc, en classe CLIS, c'est une classe vraiment adaptée avec petit effectif. On est genre 8, 9 avec une prof qui mène le cours. Et c'est vrai que dans cette classe, je me suis pas trop retrouvé parce qu'il y avait des enfants, il y avait des trisomiques, des autistes, etc. Ah d'accord, Ouais. des personnes en situation de handicap alors que c'était pas du tout ton cas en réalité toi. Toi tu étais juste dans une situation défavorable, d'un contexte familial un peu compliqué mais pas du tout. Et du fait que j'avais aussi pas mal de lacunes. Oui. Donc, puisque j'allais très peu à l'école, Ouais. il fallait que je sois dans un environnement plus structurant. Et donc, rapidement, la classe m'a pas mal aidé. Franchement, du fait qu'on soit un petit effectif et que les profs sont un peu plus bienveillants. On n'est pas dans une classe de 30 avec... Mais est-ce qu'on est quand même d'accord pour dire que c'est risqué ? Parce que quelque part, il y a aussi le risque de dire, ok, cette personne, en fait, on l'isole.
complètement, hein, on l'isole et surtout on le pointe du doigt. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, on est un peu traité comme un enfant handicapé. Et du coup, ça nous enlève direct des perspectives, quoi. Mais dès le CE1, en fait, on est stigmatisé. Et je me rappelle surtout, ce qui était frappant pour moi, c'était le regard des autres. Ouais. Puisqu'on m'appelait l'handicapé. Je me rappelle du fait que j'étais dans une école où les autres étaient en classe ordinaire. Donc la classe CLIS était un peu stigmatisée. Ouais. Donc surtout quand on est en primaire, il n'y a pas de limite. Les enfants, ils ont été très méchants. Voilà. Ils sont violents. Et donc du coup, c'était assez pénible. Et au bout d'1 an et demi, on m'a proposé de retourner en ordinaire. D'accord. Puisque justement, ils pensaient que j'avais rattrapé le retard. Et c'est là où j'ai été emmené dans la première maison d'enfants à Embrun, dans une petite ville du 05. Et donc je me suis retrouvé dans cette maison d'enfants qui... Juste, excuse-moi, me permet, une maison d'enfants, peut-être que pas tout le monde, ceux qui nous écoutent, peut-être pas tout le monde est au parfum de exactement en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est, pourquoi tu t'y fais envoyer, si tu peux juste recontextualiser. Oui, en fin de compte, par l'absence de ma mère et la violence qui était de plus en plus présente dans ma famille, ils ont décidé de m'éloigner. D'accord. Donc du coup, il fallait pour eux que je parte de Marseille. D'accord. Et donc j'ai été emmené dans une maison d'enfants qui était un lieu pour les incasables, donc c'est-à-dire pour les gamins qui ont vraiment des difficultés et qu'on n'arrive pas à caser. D'accord. Donc du coup, c'est un lieu de vie, ça s'appelle. Donc c'est une maison qui est dans les hauteurs d'Embrun. Moi qui n'avais jamais bougé de Marseille, je me retrouve dans la campagne avec des chevaux et on me dit que si je caresse le cheval, ça allait être beaucoup mieux pour moi. Et donc c'était un couple qui gérait ce lieu avec leurs enfants. Des cours là-bas? Ou non, pas du tout. Quel est le cadre dans l'activité quotidienne? Alors justement, quand je suis arrivé là-bas, au début, je n'étais pas scolarisé. Ok. Parce qu'ils disaient que j'étais trop violent pour être scolarisé au départ. Donc ça n'a pas été facile. Et donc au bout d'1 an, pratiquement, j'ai fait une tentative de suicide. Et donc j'ai été emmené à l'hôpital de Gap, où j'ai passé quelques jours. Et en fait, j'ai passé les meilleurs jours de ma vie. Je me rappelle comme si c'était hier. Parce que en fait, c'est la première fois, par exemple, qu'on m'a raconté une histoire. D'accord. Que je me suis senti en fait aimé et soutenu. Et donc ensuite, c'était compliqué pour la protection d'enfance de me retrouver une structure en sachant que je venais de faire une tentative de suicide. Donc la maison d'enfants ne voulait pas me reprendre. Et donc ensuite, on m'a amené à Bréançon, donc un peu plus haut qu'Embrun, où j'ai passé 2 ans dans une maison d'enfants. Et ensuite, donc là, encore plus compliqué puisque c'est rentré au collège, etc. D'accord. Donc assez difficile de trouver sa place où chaque fois on est déplacé, on arrive dans une ville. Et il faut savoir que dans ces maisons d'enfants, en fait, il y a beaucoup d'enfants qui viennent de partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfants il n'y a pas de Briançonniers ni d'enfants d'Embrun. Qui viennent de toute la France. Il y a des enfants, beaucoup de Marseillais, beaucoup de Parisiens, mais beaucoup de Marseillais surtout. Et en fait, ça regroupait un peu les gamins que personne ne voulait. D'accord. Et on se disait que peut-être on va les mettre là-haut et l'heure de la montagne, ça va leur faire du bien. Donc ça n'a pas été simple, donc on m'oriente en SECPA au collège. SECPA, pareil, est-ce que tu peux juste... SECPA, il y a pas les voilà, très stigmatisant, mais il y a un film, voilà, SECPA, je crois que c'était encore pire que la CLIS. Oui. Au collège, donc je fais ma 6e, c'est une classe en fait adaptée aussi. D'accord. Pareil, pour des gamins qui ont un peu du retard sur des lacunes scolaires. D'accord. Avec où on va travailler plus le côté professionnel, notamment ça soit le bâtiment ou soit parfois la cuisine. D'accord. Donc c'est pas du tout des métiers auxquels je voulais faire, donc très rapidement je trouve pas ma place. Tu avais déjà une idée toi de ce que tu voulais faire ou c'était abstrait à ce stade? Là tu avais quel âge? Tu étais gamin encore? Ouais, j'étais très petit, j'étais en 6e, donc ouais, compliqué. Ouais, je savais pas trop, et en tout cas ce que tu sais que ça t'intéressait pas. Ouais. Ok. Et donc du coup on me vire de la maison d'enfants à Bréançon, puisque ça n'allait pas. Donc il y avait trop de problèmes. C'était vraiment une maison d'enfants en fait. Faut savoir que dans ces lieux, on est beaucoup. Voilà, il y a peu de professionnels qui sont présents. On voit très peu notre famille. Je me rappelle que ma mère est montée une fois grâce à une association en plus marseillaise parce qu'il y avait beaucoup d'enfants de quartier qui étaient là-bas. Et du coup, en fait, les mamans sont regroupées entre elles. Elles ont pris un minibus et elles sont montées voir leurs gosses. Et c'était le seul moment dans l'année où j'ai vu ma mère. Donc elles avaient loué un petit truc et tout. Et parce que c'était pas simple pour ces dames, souvent qui étaient seules à gérer des enfants qui parfois n'allaient pas bien.
Donc, à bout d'un moment, moi, je grandis, de plus en plus, je vais pas trop bien. Et donc, je suis emmené dans une nouvelle maison d'enfants, cette fois-ci à côté de Perpignan. C'est un déracinement permanent en fait. Complètement. Dès que tu commences à avoir des attaches, tu es déraciné de nouveau. Exactement. Mhm. Donc, et là, franchement, quand je suis arrivé à Perpignan, c'était dur pour moi puisque je voulais pas du tout m'adapter à ce nouveau lieu. Donc, fugue, violence, etc. Et donc, j'ai dû faire même pas 1 mois et demi dans cette maison d'enfants avant d'être envoyé à Marseille. Moi, ce que je voulais, c'était rentrer à Marseille. Là, j'avais à peu près 13 ans. Ok. Et en fait, la première fois, on m'a demandé ce que je voulais. Et juste pourquoi tu voulais rentrer à Marseille? Parce que c'est là que tu te sentais chez toi? Parce que c'est C'est là que je suis né et ça a été très brutal le départ. Je voulais me rapprocher de ma famille. Voilà, donc tu as de tes seules attaches finalement. Tout à fait. Il faut savoir que voilà, on est une fratrie de 6. Ouais. Donc, même si mes grands frères, ça n'allait pas trop bien, et que certains ont été confiés dans des maisons d'enfants, d'autres qui étaient majeurs, donc non, et certains qui ont mal fini, je voulais quand même me rapprocher surtout de ma mère, avec qui j'avais un lien. Et donc, je suis rentré à Marseille, chez ma mère, un retour au domicile. Et 2 mois après, on me dit que de nouveau, je sois placé, puisque ma mère doit être hospitalisée. Donc, pour moi, c'était compliqué de retourner dans une maison d'enfants. Je leur ai dit que vraiment, je préférais être à la rue qu'aller dans une maison d'enfants. Et on insiste. C'est ça, juste quand tu dis être placé, c'est être renvoyé en maison d'enfant que tu l'avais connu. C'est-à-dire qu'il y a un juge, en fin de compte, qui prend une décision. C'est ça, ouais. Un juge pour enfants, qui juge que je suis en danger et que je dois aller dans un lieu Dans ton intérêt, il vaut mieux aller dans un lieu sécurisé, etc. Puisque un enfant de 13 ans ne peut pas être seul chez lui, etc. Donc, je suis allé dans une nouvelle maison d'enfants avec insistance de l'assistante sociale qui s'occupait de moi et de ma famille, qui est un monsieur qui travaillait à l'Estac. Donc, il m'a mis dans une maison d'enfants avenue de Mazargues. Ça s'appelle la maison d'enfants Les Saints-Anges et le Petit Diable. C'est un gros site qui est géré par l'association Fouque. Il y a à peu près 120 enfants dans cette maison. Et donc, je me dis, bon, comment je vais trouver ma place encore de nouveau dans un établissement? Comment je vais m'adapter? Et en fait, un peu flemme. C'est-à-dire que je voulais pas du tout tu jouais pas le jeu. faire d'efforts. Voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, 13 ans, je suis fatigué des éducateurs, je suis fatigué de ces changements. Et j'ai pas très envie de chaque fois faire l'effort de rencontrer de nouvelles personnes, etc., raconter mon histoire, tout refaire depuis le début. Donc, c'était vraiment compliqué pour moi. Donc, au départ, j'ai fait divers fugues de ce foyer. Donc, chaque fois, la police qui nous ramène, etc. Donc, compliqué. C'est un peu le jeu et chien et chat, en fin de compte, avec les éducateurs. Et je grandis, 14 ans, et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je veux devenir? Est-ce que je veux suivre le chemin de certains de mes frères? Ou est-ce que je veux réussir dans ma vie et faire quelque chose de positif? 14 ans. À 14 ans, ouais. T'es hyper jeune, 14 ans, t'es vraiment gamin encore. Ok. Où en fait, je me disais, mais tiens, en fait, je suis seul. Hein. Il n'y a personne qui me pousse. Les fugues, l'éducateur, il va juste faire la déclaration de fugue. Après, c'est envoyé au commissariat, mais personne ne nous cherche. Il y a vraiment c'est si on est dans la rue et à un moment donné qu'il y a la police qui passe, mais on n'est pas recherché. Il y a peu d'intérêt, en fait, pour ces enfants-là. Tu avais ta maman quand même, qui était là pour toi un petit peu. Mais ma mère, elle était hospitalisée, donc à ce moment-là, elle avait des problèmes de santé. Hospitalisée, excuse-moi. Donc, j'avais pas la possibilité d'aller de la voir régulièrement. De la voir et même d'aller à l'hôpital, etc. C'était pas possible. Et elle n'était pas en capacité aussi psychologique de pouvoir gérer ma situation. Donc des va-et-vient, je traîne un peu dans la ville, etc. Donc, je me pose beaucoup de questions. On essaye de m'appâter dans des quartiers, de me dire, viens, t'inquiète pas, nous... on a des apparts, on va te loger. Il y a beaucoup d'enfants de foyer en fait, de Marseille qui sont pris dans ces réseaux. Savoir que quand on est placé, tout ce qui est drogue, prostitution, c'est pour nous, quoi. Du fait qu'il n'y a pas de parents quand tu derrière. Pour nous, c'est-à-dire que vous avez des gens qui gravitent autour de cet écosystème et qui essaient de vous tirer vers ça. Voilà, qui essayent de nous tirer vers ça. Il y avait beaucoup de filles, même des garçons qui se prostituaient dans le foyer, qui allaient dealer, etc. Et en fait, tout le monde le savait, mais personne ne disait rien. Et donc ça, c'était compliqué. Et à un moment donné, je me dis, mais voilà, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et donc, je parle avec un éduc et il me dit que moi, je dois être en ULIS. Donc, l'ULIS, c'est vraiment pire que SECPA. C'est une classe comme la CLIS, mais au niveau collège. Il disait que j'avais trop de retard. Donc, du coup, c'était compliqué pour moi d'aller dans une scolarité. D'accord. Il me dit que même le CAP, ça n'allait pas être possible. C'est là je me disais, mais en fait, pour moi, c'était pas entendable parce que je voulais vraiment faire quelque chose de ma vie. J'avais pas envie d'aller encore dans une classe adaptée pour enfants handicapés alors que je ne l'étais pas. Et donc, on fait un peu le pari avec eux de se dire, on va essayer de rattraper le retard. Donc, ils me financent des cours
personnalisé au foyer où il y a des enseignants qui viennent, en fin de compte, me faire des cours en français, en maths, en anglais, etc. pour rattraper justement le retard que j'avais pendant 1 an et demi et faire le pari d'entrer en bac. Donc, pas facile au départ, puisque moi, j'avais vraiment ce besoin de lien. En fin de compte, avant d'avoir de l'enseignement, j'avais ce besoin d'avoir confiance aux professionnels qui venaient m'enseigner les cours. Ces enseignants, quand ils venaient, on faisait genre 1 heure de maths, mais en même temps, on allait marcher, on allait à la plage, on faisait des trucs, ils me racontaient leur vie, donc j'avais une confiance avec eux qui s'est instaurée. Et après, au bout d'1 an et demi, on me dit que potentiellement, je vais faire un stage dans un lycée. Donc, t'as quel âge, 16 ans là, quelque chose comme ça? Ouais, j'ai genre 15 ans et demi, Ouais. que je vais faire un stage dans un lycée pour faire justement un bac et que on verra si ça se passe bien. Donc, comme je ne choisis pas le plus facile des lycées, on me prend un lycée catho, Passergande-Bastide, tu connais. Bien sûr. Et on me dit, tu vas faire 15 jours là-bas et on voit si ça se passe bien. En septembre, tu rentreras là-bas. Si ça se passe mal. Donc, j'arrive, une classe de 40 élèves. Bien intentionné cette fois? Bien intentionné avec la volonté de jouer le jeu, de t'intégrer ou... Ouais. Oui, complètement. Là, j'avais envie justement de m'intégrer, de me dire, je suis un enfant normal et je vais pouvoir aller à l'école comme tout le monde. Okay. Et donc, j'arrive là-bas. Je sens que c'est dur pour moi parce que en fait, j'ai jamais tenu dans une classe de 40 et je me dis comment en fait 40 élèves ils arrivent à tenir, à être calmes. Il n'y avait pas du tout de bruit. On faisait 8h, 18h, personne bronchait, voilà. Et je me dis mais est-ce que je vais réussir? Donc je vais faire la première semaine. Je prends beaucoup sur moi. Les éducateurs franchement ils me félicitent, ils me disent c'est bien, essaye de persévérer et tout dans ça. Donc je fais la 2e semaine. Je tiens également. Et donc là, on me dit, ok, c'est bon, tu peux aller en seconde l'année prochaine. Donc je rentre en seconde avec du retard puisque j'ai pratiquement 16 ans et demi. Donc je suis un peu plus grand que les gens de ma classe. Je crois qu'ils avaient à peu près 15, 14. Pas facile quand même, c'est 3 ans. Puisque des gens essayent des moments des hauts et des bas. Ça, je reviens puisque je n'ai jamais, en fin de compte, depuis ma primaire, eu de scolarité, je dirais, normale. J'ai toujours été dans des petits effectifs ou même où on m'appelait des fois avec des activités, genre le matin je faisais cours, l'après-midi je faisais sport, puisque justement j'avais des troubles du comportement qui faisaient qu'il fallait que je bouge. Et donc là on me dit non mais là c'est fini tout ça, si tu veux faire une scolarité lambda, tu dois aller à l'école de 8h à 18h et tu dois pas bouger de ta chaise. Et il y avait des profs qui étaient bienveillants, d'autres beaucoup moins, du fait que ce soit un lycée assez strict, donc il y avait une souplesse qui était assez serré. Donc du coup, par exemple, le moindre retard, pour moi qui avait 2 minutes, 3 minutes de retard, c'était sanction, heure de colle, etc. Donc ils étaient assez durs sur ça. J'ai quand même fait les 3 ans, donc je l'ai eu avec la mention, assez bien, donc j'étais assez content. Mes éducateurs et tout m'ont félicité et tout, mais c'était pas simple puisque j'ai vraiment bataillé. Et surtout, j'avais une pression la veille de ma majorité. C'est-à-dire que la protection de l'enfance elle nous accompagne jusqu'à 18 ans. Et après, à 18 ans, elle nous soumet à des conditions. C'est-à-dire qu'elle nous dit, aujourd'hui, tu as 18 ans, tu es majeur, pardon. Et donc, le magistrat, il t'a placé jusqu'à tes 18 ans. Après, c'est au bon vouloir du conseil départemental de continuer à te garder. D'accord. Si t'en vaux pas la peine. Et donc, du coup, il me suis dit, ah merde, je suis en terminale, j'ai fait tout ça, et peut-être que c'était en cours d'année, c'était mon anniversaire, genre en avril, j'allais passer le bac. Et du coup, je me suis dit, à 2 mois du bac, peut-être que j'allais me retrouver à la rue. J'allais être SDF. Donc, vraiment, j'ai bataillé avec la protection de l'enfance pour dire, gardez-moi encore un peu parce que... T'avais rien d'autre. J'avais rien d'autre et que je pouvais pas être dehors. C'était mon année terminale et que j'ai quand même bataillé pour être jusqu'ici. Donc, voilà, s'il vous plaît, gardez-moi. Et donc, ils m'ont gardé. Ils m'ont gardé jusqu'à mes 20 ans. Ils m'ont accompagné, ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé dans ma recherche de logement aussi, puisque après j'ai eu un logement. Vraiment, ils m'ont donné les moyens de réussir. Avant, par exemple, j'allais jamais au musée, même la plage. On habitait, ma mère c'était Consola, on voyait la plage, mais j'allais jamais à la plage. Toutes ces choses-là, un peu lambda, même partir en camp, toutes ces choses-là que je ne connaissais pas, je les ai connues grâce à l'ASE, grâce à la protection de l'enfance qui m'a donné des billes et qui m'a transmis des valeurs, Et c'est ces éducateurs en fait qui ont cru en moi et qui m'ont donné en fin de compte ce que je manquais et que personne ne voyait, c'est de l'amour. C'est-à-dire vraiment quand j'étais petit, les gens ils voyaient qu'un Hamza chiant qui est violent, etc. Mais personne ne voyait ce que j'avais besoin. C'était du lien, de l'amour, de l'affection et que je me sente aimé et que j'ai des repères, en fin de compte. Et donc ça n'a pas été simple et grandir dans cet environnement... c'est pas simple. Si on revient sur ton parcours, j'ai le sentiment quand même qu'il y a un moment, et je sais pas si ça s'est fait
brutalement ou si ça s'est fait en douceur, mais il y a un moment où il y a le déclic et où tu te dis finalement, et c'est toi qui le disais tout à l'heure, tu disais, en fait, je voulais me donner un avenir, je voulais pas subir mon futur. C'est quoi ce déclic? À quel moment tu te dis, en fait, ouais, j'ai pas envie de déraper, j'ai envie d'être fier de moi, d'être fier de ce que je fais. Quel est ce moment et pourquoi est-ce qu'il intervient? Est-ce que tu as été aidé là-dedans dans cette démarche? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec lequel tu as discuté qui t'a permis de comprendre que effectivement tu voulais pas déraper? Comment c'est venu tout ça? C'est certains éducateurs qui, justement, à Marseille, notamment par rapport à dans les départements où j'étais avant, ils étaient bienveillants. Où je sentais quand même qu'ils avaient plus d'intérêt pour moi. Et malgré qu'on était 120 enfants ou 500, on était tous dans des groupes répartis. Donc en fait, on était dans des petites unités de 8-9. Des petits appartements où on était dedans. Et il y avait 3-4 éducateurs et on dormait là-bas, on faisait des sorties tout ensemble. Et donc c'est ce groupe d'éducateurs, en fin de compte, dans ce groupe, qui m'a vraiment transmis un message de se dire, mais en fait, de me dire que c'était pas ma faute qui m'arrivait. Ils m'ont beaucoup rassuré. En fait, on m'a questionné. Et en fait, pendant tout ce temps-là, auparavant, personne ne s'était interrogé de ce que j'avais besoin. C'est-à-dire, on parlait pour moi, on prenait des décisions pour moi du fait que j'étais un enfant. Ouais. Et donc, par exemple, on me mettait d'un traitement, on me disait, tu peux pas aller à l'école parce que t'es pas bien, mais reste là, etc. En fait, on me confortait dans le fait que je ne vais pas bien et que je suis un enfant malade. Donc, à un moment donné, on va jouer aussi l'enfant malade. Puisque tous les professionnels autour de nous vont te dire, il est malade, t'inquiète pas, t'es taré, voilà, prends ton traitement. T'es hyperactif, il faut que tu te reposes, tu penses trop à ta famille, tu penses trop à ça, t'as des idées suicidaires. Voilà, c'était à coups de gouttes, à coups de traitement, et je faisais que dormir. Jusqu'à qu'à un moment donné, cette nouvelle équipe, ils m'ont réduit considérablement le traitement, et j'ai un peu plus pris conscience, en fin de compte, de certaines choses. Et que ils m'ont poussé à me dire que je pouvais aller loin. Et c'est en fait cette main tendue qui m'a permis d'avancer et de se dire, on fait le pari, je fais le pari avec vous. Donc, on va engager de l'argent pour toi, on va faire ci, on va faire ça. Donc, est-ce que tu es d'accord? Oui, voilà. Le mot qui me vient, c'est le mot considération qui te manquait. Personne t'écoutait, on parlait à ta place, tu avais le sentiment de ne pas exister finalement. En fait. Ah, complètement. Sentiment d'être effacé. Surtout quand on est dans ces lieux où on est nombreux, on devient un dossier. Il faut savoir que les gens ne savent pas trop, mais la protection de l'enfance, les gens ils connaissent plus la DAS. Aujourd'hui, c'est l'ASE. C'est très mal vu. On en parlait avant l'interview. Aide sociale à l'enfant, du coup. Voilà. Et donc, les gens, même aujourd'hui, ils menacent. Par exemple, je sais pas si peut-être toi, tes parents, ils t'ont toujours dit à un moment donné, si tu continues comme ça, je vais te mettre à la DAS. Voilà, il y a souvent des trucs. Et donc, les gens ne savent même pas qu'aujourd'hui, c'est l'ASE depuis 1990. Et que souvent, quand on parle de protection de l'enfance de l'ASE, de la DAS, c'est mis à prostitution, délinquance, errance, SDF, etc. En fait, il n'y a pas trop de messages positifs. Et en fin de compte, je trouve que même dans les maisons d'enfants, c'est très stigmatisant. Voilà, c'est très stigmatisant. Et en fait, on n'a pas Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais aimé aussi avoir des anciens de l'ASE qui viennent témoigner, dire voilà, moi je suis ancienne de l'ASE, comme toi, j'ai été placé. Et aujourd'hui, pourtant, j'ai réussi à faire passer mon bac. J'ai réussi à faire Sciences Po, HEC, etc. Toutes ces choses-là qu'on ne voit pas, puisque on voit que des gamins qui tombent, que des histoires folles, que des trucs de fous, que de la violence dans les foyers, il y a un mal-être, ça crie. Même des fois, les éducs, ils me font de la peine parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Voilà. Et en fait, eux, ils viennent, c'est leur travail. Ils rentrent chez eux le soir. Nous, on reste au foyer. Et c'est autre chose. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que parfois, on a des jeunes qui ont du mal à vivre ça. Et je me dis que moi, j'ai eu de la chance, justement, d'avoir ce déclic-là. Et qu'il y a des jeunes qui ont ce déclic et c'est trop tard quand ils l'ont. C'est-à-dire qu'ils l'ont parfois à 25 ans, ils l'ont à 22 ans, parce qu'ils sont encore très jeunes. Et du coup, c'est tard. Tu gardes contact avec, tu parles, c'est presque, c'est assez binaire en fait la manière dont tu parles de ton parcours. C'est en fait soit tu pars à droite et tu essaies de réussir ta vie ou en tout cas de pas déraper, soit effectivement tu dérapes. Tu as gardé des contacts? Est-ce que toi-même tu as essayé de jouer ce rôle en voyant des amis à toi, peut-être des potes d'enfance, en leur disant non mais les gars là vous faites erreur en fait, vous êtes dans le faux. Tu as essayé de faire ça de ton côté? Après l'ASE du coup, parce qu'en fait quand tu es à l'ASE, tu n'es pas en capacité de trop d'aider les autres. Tu peux aider mais... C'est-à-dire c'est quand même limité parce que ta situation déjà elle est chaotique. On voit le juge, on voit l'assistante sociale, on voit des synthèses, on voit à droite, on va voir la psychologue, etc. Il y a plein de trucs. En fin de compte, tout le temps, on nous rabâche la même chose. Et donc du coup, psychologiquement c'est difficile. Voilà, on a plein de pression,
Moi, je me rappelle à 18 ans, on me dit, faut que tu fasses tes impôts, faut que tu fasses ta CAF, etc. Je faisais des trucs au lycée que d'autres ne font pas, en fin de compte. Parce que du fait que je devais partir rapidement. Ouais. Et en fait, la temporalité, ils s'en foutaient que j'ai 18 ans en avril et que 2 mois après, j'ai eu le bac. C'était pas le problème. Voilà, c'était pas le problème. Donc, tu as 18 ans là, c'est pas nos cas, on fait le temps. Donc, tu fais comme tout le monde et tu remplis ça, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Donc, pression supplémentaire. Et en fait, on a l'impression que c'est un peu déshumanisé. C'est-à-dire que il y a une prise de distance des professionnels qui est assez forte du fait qu'ils voient beaucoup de situations difficiles. À un moment donné, on a l'impression qu'ils n'ont plus trop de sentiments, quoi. Que pour eux, c'est un peu normal, c'est comme ça, c'est leur faire. Ils te voient comme un cas parmi d'autres. Et quand on leur explique des choses, des fois un peu, que j'en suis sûr, moi, si les gens savaient ce qui se passait en foyer, pour la protection de l'enfance, peut-être que ça sera autre chose. Je sais pas si tu as vu, mais il y a une députée qui disait récemment à l'Assemblée nationale qu'il était plus facile de rentrer dans une maison d'arrêt en France, pour eux, que dans une maison d'enfants. En fait, c'est un cercle très fermé. Voilà. Les gens ne connaissent pas, etc. Ça t'a créé alors je sais pas si c'est une carapace, en tout cas ça t'a donné énormément de force. Et c'est toute cette force que tu as mis dans la DEPAP? Oui, juste après ma sortie à mes 21 ans, un an après, à mes 22 ans, j'ai pris une association qui allait être mise en sommeil, qui s'appelle la DEPAP. C'est une petite asso au départ, un amical entre anciens de la protection de l'enfance. Et parce que je me suis dit justement qu'il manquait quelque chose pour les jeunes de la protection de l'enfance. Précisément ça, alors peut-être ce dont on parlait tout à l'heure, cette aide pour avoir ce déclic. Tout à fait. Je me suis interrogé, je me suis dit, mais en fait, ce que j'ai vécu, je veux que personne d'autre le vive. Ces difficultés, ces changements, le fait de ne pas être écouté, le fait d'être pointé du doigt, etc. Je ne voulais pas que d'autres enfants puissent le vivre. Et donc, à travers cette association, j'ai associé le département, j'ai associé des fondations, et de me dire, je veux agir concrètement pour ces enfants, et pour ces jeunes qui sortent de la protection de l'enfance. Donc, on va avoir de l'impact pour eux. Notamment, par exemple, en leur donnant des aides financières parce qu'ils ont des formations à payer, un permis de conduire, ou porter leur parole, notamment dans des instances, au conseil départemental, organiser des activités pour eux. Parce qu'on parle beaucoup des gamins de quartier, mais en fait, par exemple, quand il y a un projet qui est lancé par la ville ou par département ou par préfecture, etc., c'est souvent pour les QPV. Si tu connais quartier prioritaire de la ville, les REP, tout ça. Et en fait, les gamins de l'ASE, ils sont peu concernés par ces projets. C'est pas des gamins qui vont dans les centres sociaux. Ils sont beaucoup isolés, ils font beaucoup de choses avec leur foyer ou ils sont un peu mis à l'écart de la société. D'accord. Et donc, à travers cette association, je voulais donner une place à ces enfants dans la société. Se dire, mais en fait, être placé, c'est pas une fatalité. On fait partie de la République comme d'autres enfants et qu'on a notre place dans ce pays et qu'on doit être accompagné jusqu'à la fin de notre prise en charge et la fin de notre projet. Jusqu'à 21 ans, même si j'ai eu l'accompagnement jusqu'à 21 ans, mais l'accompagnement jusqu'à 21 ans, c'est tôt. À 21 ans, on a encore besoin de soutien familial, un soutien de quelqu'un qui peut nous aider. J'ai encore besoin d'être conseillé. Moi, à 21 ans, j'ai acheté une voiture, truc tout bête. J'ai acheté une voiture sur le Bon Coin, super belle voiture et tout, je vois une annonce. Et j'avais toutes mes économies du coup de l'ASE. Donc, je trouve une voiture qui est à Perpignan et je vais là-bas, je achète la voiture, je prends la route pour aller à Marseille, je me fais arrêter par la gendarmerie. Qui me disent, oui, mais cette voiture, c'est une voiture qui faisait des allers-retours entre l'Allemagne et la France, donc drogue et tout. Elle était recherchée, saisie. J'ai dû la payer 5 000 €, elle était presque neuve. Et le gars, en fait, quand il voit l'annonce, il me dit, mais en fait, si tu avais eu un proche à côté de toi, peut-être un parent ou qui t'accompagne, tu verrais que c'est une arnaque. Et aujourd'hui, quand je relis l'annonce, parce que j'avais déposé plainte et tout, je me dis jamais j'achèterai cette voiture parce que effectivement, trop peu cher par rapport à ce que c'est. Donc il y a quelque chose, paiement en espèces, il y a plein de trucs en fait qui donnent des signaux faibles Et en fait, du fait qu'on soit un peu seul, on va faire des trucs un peu vite, un peu bêtes, et parce qu'on n'a pas de soutien. Et j'en suis sûr que quelqu'un qui a un soutien familial, il va demander un peu à sa mère, à son père avant, et du coup va lui dire non mon fils, c'est pas ça, tu vois, fais pas ça, c'est où je vais aller avec toi. Etc. Et du coup, on va faire des erreurs un peu banales. Et ça aussi, vous arrivez à l'amener, parce que tout à l'heure, donc on parlait du soutien que la DEPAP donnait à ses enfants. Tu parlais d'un soutien financier, tu te parlais d'un soutien en termes de réseau, en termes de mise en relation en tout cas. Comment vous l'amenez cette aide paternelle ou maternelle, enfin, en tout cas cet accompagnement parental, quoi, de conseils du quotidien? Ce qu'on va faire, c'est par exemple, on va faire des interventions dans les foyers. Ouais. On va aller
rencontrer les jeunes. Moi, j'aime beaucoup parler aux jeunes de la protection de l'enfance. On va aller leur dire des messages positifs. Moi, ce que je veux leur transmettre, c'est que justement, il y a pas de fatalité d'être confié à la protection de l'enfance et qu'ils peuvent réussir, peuvent se donner aucune limite, même pratiquement, puisqu'on a de la chance d'être dans un pays où franchement, il y a plein d'aides qui existent pour les jeunes de l'ASE. En fait, ils ne le savent pas. Moi, par exemple, je suis à Kedge, je finis mon M2. Du fait que je sois un ancien de la protection de l'enfance, j'ai eu une prise en charge à 100% par une fondation privée. Et donc, par rapport à ceux de ma promo, ils ont soit contracté un crédit, soit c'est papa-maman qui ont financé. Et moi, je me dis, en fin de compte, j'ai pas à me questionner sur ça parce que du fait que j'ai été placé, on m'a poussé justement à faire des études sup et se dire que je peux aller loin. Et donc, ces choses-là, je ne savais pas, en fin de compte, quand j'ai été confié. Je l'ai su très tard. Et donc, c'est ça que je veux leur transmettre, leur dire, mais ne vous mettez pas de limites. On a de la chance dans un pays merveilleux où il y a plein de dispositifs qui existent pour vous, où il n'y a pas de limites, notamment par exemple pour les jeunes de l'ASE, si au Crous, ils ont l'échelon maximum, même s'ils travaillent. Ils ont une prise en charge même l'été, alors que les autres, ils n'ont pas de bourse l'été. Ils ont aussi leur logement pendant l'été, alors que les autres doivent rentrer leur logement Crous l'été. Toutes ces choses-là, en fait, qu'ils ne savent pas, que même les éducateurs ne savent pas. En fait, les éducateurs, ils partent du principe que le jeune, il va sortir à sa majorité du dispositif et il faut qu'il trouve un travail pour subvenir à ses besoins. Ce que je comprends, mais en fait, il y a plein de dispositifs qui existent pour permettre à ces jeunes d'aller parfois un peu plus loin que ça. C'est appelé une question sur mauvaise à ce sujet, parce que c'est le cœur du sujet en réalité. En fin de compte, il y a peu d'éducateurs qui sont formés. Ouais. Parfois, les éducateurs sont plus en galère que les jeunes, ceux qui viennent travailler dans les foyers. Et c'est compliqué parce qu'il y a plein de turnover dans les foyers. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intérim. On a des éducs qui viennent, qui veulent venir travailler 3 mois. Après, ils vont partir en Australie, en Thaïlande, je sais pas quoi, 6 mois et revenir. Donc c'est compliqué parce qu'en fait, on crée pas du lien. Du coup. Et même l'éducateur, il vient pas pour créer du lien. Ce dont tu as besoin en réalité, au vu de ton histoire, c'est vraiment précisément du lien. En fait, c'est le nerf, je dirais, de la guerre à la protection de l'enfance. C'est ça, c'est le lien, la confiance, l'amour, etc. Toutes ces choses-là qui sont aujourd'hui tabous et qui ne sont pas travaillées dans les maisons d'enfants. Et donc, c'est compliqué. C'est ce qu'on essaye de faire justement à l'association, c'est-à-dire créer une petite famille pour justement de se dire, c'est pour ça que notre slogan, c'est « Entre nous, l'entraide, c'est essentiel », de se dire, on va s'entraider entre jeunes de la protection de l'enfance, anciens, etc., pour que la sortie ne soit pas compliquée, par exemple, on va faire du réseau, si un jeune veut chercher un stage, on va rechercher des témoignages. On va faire beaucoup de plaidoyer, on a été reçu à l'Élysée à 2 reprises. Génial. On a fait venir Madame Vautrin comme ministre qui a rencontré des jeunes de la protection de l'enfance. On va les mettre aussi devant de la scène pour qu'ils puissent s'exprimer et dire ce qu'ils vivent au quotidien, parce qu'en fait, les politiques ils sont un peu loin de tout ça, et donc on va essayer de mettre en avant ces parcours et de dire voilà, un jeune de la protection de l'enfance, vous voyez ce sortir-là, regardez ce que c'est. Voilà. Et là donc du coup pour les mois, pour les années à venir, quelle est la vision que tu as pour la DEPAP? Comment est-ce que tu comptes la développer? Quels sont tes objectifs que tu poursuis, tes ambitions sur le long terme? C'est quoi? Tu comptes aller où? C'est déjà renforcer notre impact à Marseille pour les jeunes de la protection de l'enfance, c'est-à-dire vraiment toucher encore plus de jeunes, aller plus loin dans la partie culture, aller plus loin dans le sport, aller plus loin dans la scolarité, pour les jeunes leur apporter encore plus de choses. Surtout les temps sont de plus en plus difficiles, où il y a encore de plus en plus d'enfants qui sont confiés à la protection de l'enfance. Il y a pratiquement dans les Bouches-du-Rhône 8000 enfants. 8000 enfants. Ah ouais. Là. Donc c'est énorme. Et donc c'est parfois un échec du coup pour l'institution de dire que en fait des gamins où on a mis autant d'argent, puisqu'un placement ça coûte cher à l'État, ils se retrouvent à la fin à SDF, en prison, à la hache, etc. Donc c'est porter une vraie ambition pour ces jeunes de la protection de l'enfance et aller plus loin dans le plaidoyer. Moi, ce que je veux vraiment faire, c'est qu'il y ait vraiment une politique nationale de la protection de l'enfance pour améliorer leurs conditions de vie, pour aujourd'hui harmoniser par exemple les pratiques. En fait, entre un placement entre Marseille et Paris, Pointe-à-Pitre, Lyon, c'est pas du tout la même prise en charge. D'accord. Alors qu'on est dans le même pays. Ça, c'est dommage. À quoi, et toi, ça doit être délicat aussi pour toi, parce qu'on parle de réussir sa vie, c'est une expression que tu as utilisée à plusieurs reprises, mais quel est l'étalon, à quoi est-ce que tu juges la réussite de quelqu'un? Évidemment, c'est triste que de le dire, quelqu'un qui finit, qui est SDF ou qui est en prison, nécessairement, on peut pas qualifier ça de réussite. Il n'en demeure pas moins qu'après, chacun a des aspirations différentes. Comment tu définirais, toi, pour toi, quelqu'un qui réussit sa vie, c'est quoi? Je dirais que, surtout dans ce milieu-là là, de la protection de l'enfance, c'est propre à soi-même. C'est-à-dire que c'est les jeunes, souvent, qui vont nous dire là, j'ai l'impression d'être tombé dans un échec
parce que je me suis retrouvé une nouvelle fois dans un foyer pour adultes, alors que j'étais pris en charge toute ma vie par le foyer de l'enfance, mais je trouve que 18 ans, je suis à la rue, etc. Donc je me retrouve dans un foyer pour adultes. Pour eux, c'est un échec. Un autre échec de se dire, j'ai pas réussi à trouver une scolarité ou un emploi, ou je suis sorti brutalement de la protection de l'enfance, un peu violemment, etc. Donc toutes ces choses-là qui poussent à nous dire que c'est pas normalement la destinée qu'ils devraient avoir. Parce qu'il y a tellement c'est pas, en fait, c'est pas tant une histoire d'argent, je dirais, parce que c'est pas ce qui manque dans ce milieu-là, mais c'est plutôt une histoire de moyens humains et de formation des professionnels, d'information, parce qu'on sent que parfois c'est mal géré, on sent que parfois les enfants ils sont un peu seuls face à leur situation, ils ont du mal à recruter. Par exemple à Marseille, on a beaucoup de foyers et peu de familles d'accueil par rapport à d'autres villes. Et donc, c'est ce qui fait que grandir dans un foyer, c'est différent que grandir dans une famille d'accueil. Quand on a 6 ans, 7 ans, quand on va grandir dans un lieu avec 40 enfants, alors quand on est dans une famille d'accueil avec 2-3 enfants, etc., c'est complètement différent. Et en tout cas, moi, ce que je vois aujourd'hui avec le recul, c'est que ceux qui réussissent le mieux, c'est-à-dire ceux qui sont dans une scolarité, qui ont un emploi pérenne et qui une stabilité, c'est ceux qui ont été dans une famille d'accueil. Ceux qui, on sent qu'il y a des difficultés au niveau du logement, des difficultés d'insertion professionnelle, des difficultés psychologiques, c'est ceux qui ont grandi dans des environnements de maisons d'enfants et foyers. Et proportionnellement, puisque aussi on est là aussi d'abord, j'allais dire, pour parler de Pau bien sûr, mais aussi de Marseille, proportionnellement, les enfants placés, si on prend la totalité des enfants placés au niveau national, Marseille est surreprésenté ou pas particulièrement ? Marseille est assez représenté, mais pas autant par exemple que Lille. Ah ouais, d'accord. Lille, Paris, Marseille. D'accord. Ça part du plus haut jusqu'au plus bas. Et donc, mais par contre, Marseille est surreprésenté dans la sortie des jeunes de la protection de l'enfance, notamment dans le taux de délinquance et de prostitution. Ah ouais. Voilà. Ah, vous arrivez quand même à le quantifier ça. D'accord. Il y a beaucoup de jeunes, notamment sur Marseille, qui ont des sorties de la protection de l'enfance très difficiles ou qui ont une mesure PJJ, donc c'est-à-dire qu'une mesure de protection judiciaire de la jeunesse, donc là, parce qu'ils ont commis des actes de délinquance étant mineurs, ou des jeunes qui sont pas ont eu un parcours de prostitution ou un parcours d'errance, donc SDF, etc. Donc là, les chiffres sont quand même assez dramatiques. On revient un peu sur toi. Tu as fait un petit tour aux States, aux États-Unis. Tu nous en parles ? Oui, en 2024, j'ai été invité par l'administration Biden à venir témoigner aux États-Unis. C'était incroyable en fait. Je reçois un courrier chez moi, une lettre officielle des États-Unis avec un petit truc derrière et tout. Et je me dis qu'est-ce que c'est que ça ? Et au début, je croyais que c'était une blague. Ça semble comme une blague. Moi, c'est peu personnellement, mais ouais. Je me dis, mais bon, ok. Donc, on me dit qu'il faut que j'aille à l'ambassade de Paris pour rencontrer l'agent. Donc, je suis invité une première fois à l'ambassade de Paris. On me pose beaucoup de questions. On me dit que j'aimerais participer à un programme, en fait, sur le leader, puisque il trouve que je mène la protection de l'enfance de manière que je serai leader sur ce domaine-là. En tout cas... dans ma ville, et qu'ils aimeraient que je partage mon expérience avec des Américains et aussi d'autres personnes qui seraient présentes dans le programme, qui viennent du monde entier. Comment il s'appelle ce programme, Hamza, rappelle-nous ? Alors c'est le programme EVLP. Ouais. Donc c'est un programme en fait où les ambassades sélectionnent des représentants par pays, où ils verraient selon un thème. Donc là c'était jeunesse, protection de l'enfance. Donc chaque ambassade est chargée de faire des recherches dans le pays pour voir s'ils ont une personne qui sortirait de l'ordinaire et qui participe activement sur cette thématique. Donc je suis invité une première fois à Paris, je rencontre un agent de l'ambassade qui m'explique tas de choses, qui me connaissent, qu'ils ont pu voir ce que j'avais mené. En fait, ce qu'ils aimaient bien, je pense, dans ce que je mène, c'est que je faisais pas... Parce qu'il y en a d'autres qui prennent beaucoup la parole sur la protection de l'enfance, heureusement. Et ils vont apporter des choses, mais c'est-à-dire qu'ils vont blabla, mais sans faire. Et moi, en tout cas, ce que j'aime, c'est parler, mais aussi agir. C'est-à-dire que, ok, il y a ce constat de se dire les jeunes de la protection, ça va pas, ils sont pas accès à la culture, ils ont pas accès aux loisirs, des sorties sèches, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait en fin de compte ? Donc moi, je veux apporter des solutions avant de crier, de dire faut tout casser, faut tout changer. Et donc ça, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est ce qu'ils ont apprécié. En tout cas, dans mon profil, c'est ce regard objectif. Donc je suis reçu une première fois, on me dit de laisser mon passeport et que je vais revenir dans 15 jours. Ok.
À Paris, donc. Hein, À par rapport aux Paris, États-Unis. toujours à Paris. On me dit quelques trucs sur le programme, que je vais aller aux États-Unis au mois de février, que je vais faire 6 États, que je vais rencontrer des associations, des fondations, des membres du gouvernement, etc. Qu'il va falloir que je partage mon expérience. Sauf que bon, je me dis, pas oublier que j'étais en CLIS SECPA, l'anglais. C'est forcément ça. Voilà. Non, je me dis, oh là, comment je vais faire? Donc bon, ils me posent beaucoup de questions et tout, mais en même temps, je veux rester aussi. Je veux leur donner une image de ce qu'ils ont de moi, quand je veux pas trop les décevoir. Donc, j'essaye un peu de dire tout, oui à tout, quoi. Ouais. Et donc, je suis reçu une deuxième fois là par un agent un peu plus, je dirais, où là, c'est celui qui va délivrer en fait l'autorisation de partir. Mhm. Où là, il pose des questions un peu plus techniques, c'est-à-dire un peu plus personnelles, par exemple sur ma personnalité, ce que j'aime faire, ce que j'aime pas faire, etc. Et donc là, toujours mon passeport, ils les ont entre les mains. Et donc, 15 jours après, je reçois mon passeport avec un visa. Et donc, avec une lettre où on officialise les dates, mes billets d'avion, ce que je vais faire, etc. Donc, je pars pour Washington. C'est une fierté de malade, non? Franchement, j'ai rien compris. En fait, ça allait très vite et en fait, c'était quand même 3 semaines, c'est long. Ces 3 semaines-là, j'arrive là-bas. Déjà, je suis très bien accueilli à Washington, dans un hôtel Hilton de malade, pas très loin de la Maison Blanche. Je suis avec des gens formidables qui m'accompagnent. Notamment, j'avais une dame grecque qui était avec moi, donc qui m'a accompagné, qui était en charge de suivre. Et donc, on me remet même une carte bancaire Amex avec dedans un certain montant pour pouvoir subvenir à mes besoins annexes, c'est-à-dire si je veux prendre le taxi, le pressing, etc. Tout frais payé. Voilà, en sachant que tout était pris en charge, chaque fois des transports, la nourriture, etc. Et chaque fois, en fait, même jusqu'à aujourd'hui, je me dis c'est trop fou en fait ce que j'ai vécu, c'est incroyable. J'ai rencontré des gens formidables. Les Américains, j'ai appris plein de choses, notamment sur comment ils travaillaient sur la protection de l'enfance, aussi sur la valorisation de leurs volontaires, de comment ils développent aussi le mécénat, parce que là-bas, en fait, il n'y a pas trop de fonds publics par rapport à notre pays. Là-bas, c'est beaucoup des entreprises qui financent des associations. Donc, j'ai appris plein de choses, j'ai eu plein de contacts, et franchement, ils ont été super cool. J'ai fait Orlando, Washington, New Mexico, la Virginie, New York. Voilà, on a fait plein d'États et chaque fois 5 jours, 5 jours, 5 jours, 5 jours. Et je remercie encore l'ambassade des États-Unis pour cette opportunité parce que je me dis qu'elle est unique. Et en fait, quand je suis rentré en France, je suis retourné à l'ambassade de Paris, on m'a donné un bouquin avec les alumni, comme à Cage, par exemple, à les écoles de commerce, etc. Et j'ai vu, en fin de compte, les anciens qui ont participé à ce programme. D'accord. Et en fait, ils mettent leurs coordonnées et parce qu'ils disent qu'après, on fait partie d'un réseau de leaders, etc. Et je me suis dit, tiens, je suis au même niveau que d'anciens ministres. Ah oui, je suis au même niveau que d'anciens PDG. Et en fait, je me suis dit, mais waouh, ils m'ont vraiment mis haut, quoi. Et j'espère, parce que je me dis, mais comment, en fin de compte, comment ils m'ont perçu? Parce qu'ils ont mis de l'argent, voilà, c'est cher. Ils m'ont vraiment considéré, mis en avant, j'ai beaucoup partagé mon expérience. Tu réalises pas effectivement la qualité, parce que c'est normal, on a du mal à avoir du recul sur soi-même, mais tu réalises pas la richesse et la qualité de ton parcours aussi, c'est normal. C'est vrai que j'ai été, oui, ça, c'est pas, parce qu'il y en a d'autres, il y a aussi des parcours aussi intéressants que j'entends, etc., parfois plus dramatiques. Moi, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance, etc. Et je me dis qu'il y en a d'autres, donc ils auraient pu choisir d'autres jeunes en France qui prennent autant la parole. Mais bon, voilà, en tout cas, j'ai pas craché à la suite quand même. Je suis allé volontiers, je peux même retourner si je le souhaite. Je sais pas si le nouveau président américain voudra me prendre, je sais pas s'il existe encore même ce programme, mais en tout cas, c'était une chouette expérience et j'ai grandi. Moi aussi, franchement, avec ces expériences-là, j'ai grandi avec l'association puisque l'association, elle a fortement évolué, mais ça m'a permis également de vivre certaines choses. Par exemple, quand j'ai rencontré M. Pouyanné, c'est le PDG de Total. L'année dernière, je rencontre le PDG de Total. On me propose, grâce au Cercle économiste à Paris, de rencontrer M. Pouyanné. Et je me dis dans ma tête, mais en fait, qu'est-ce que le PDG de Total en a à foutre des gamins de l'ASE? Puisqu'il est loin de tout ça. Et pendant 1 heure, j'ai parlé avec lui. Mais en fait, il maîtrise le sujet. En fait, et je me suis dit, mais en fait, il est loin de tout ça.
Ils gèrent quand même Total Energy, qui est une grande entreprise française. Et pourtant, on a parlé pendant 1 heure de mentorat. On a parlé des jeunes de la protection de l'enfance, comment il fallait investir sur la jeunesse, des programmes, etc. Donc plein de choses. Et l'échange était vachement intéressant. Et ça m'apporte énormément puisque ces gens-là, en fait, ils m'apportent des connaissances. Ils me donnent des conseils. Ils me disent, tu sais, si tu as besoin, après même chaque fois, on me donne leur contact. Et moi, en fait, je m'en sers après pour les jeunes de la protection de l'enfance. Parce qu'après, par exemple, on a été invité à Paris pour visiter, par exemple, le Palais de l'Élysée. J'ai appelé la Total Energy parce que j'avais rencontré M. Pouyanné et ils ont financé le voyage. Donc c'est ces rencontres-là, chaque fois que j'ai ces rencontres, je me dis mais comment en fin de compte je vais le répercuter pour les jeunes de la protection de l'enfance. Pareil, quand je suis allé aux États-Unis, j'ai rencontré à Orlando un ancien détenu qui était ancien placé aux États-Unis, qui a aujourd'hui un peu un parcours similaire que le mien, c'est-à-dire qui fait du plaidoyer, etc. Et donc on est en train de travailler avec lui pour le faire venir à Marseille et pour qu'il rencontre des jeunes, etc., pour qu'il puisse partager son expérience. Et donc c'est tout le temps en fait, ma réflexion de me dire mais quel impact ça va avoir cette rencontre, est-ce qu'elle va être utile et qu'est-ce que je vais pouvoir mener à travers ça pour les jeunes de la protection de l'enfance de ma ville, de Marseille. Écoute, espérons qu'avec en tout cas avec la visibilité de Île-Font Marseille, ça te permette aussi de rencontrer d'autres personnes. On mettra d'ailleurs tes coordonnées de manière à ce que tu puisses être contacté. Hamza, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Je savais en préparant l'interview que ce serait un super moment et ça a été un super moment. Vraiment merci. Merci. Je remercie tous ceux qui ont suivi l'émission jusqu'à maintenant aussi. Comme vous le savez, comme je le disais en introduction, on est en lancement. Donc si vous pouvez nous aider aussi en partageant au maximum cette interview qui en plus je crois être une super interview, une super belle interview. Je te remercie encore Hamza. Merci à toi. Et puis on se revoit très bientôt. À bientôt.